Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. En 1620, un groupe de migrants d'Europe débarque en Amérique du Nord. Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui l'épopée du Mayflower. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous revenons cet après-midi au mythe fondateur de l'Amérique anglaise, en compagnie d'un expert que connaissent bien nos auditeurs puisqu'il s'agit d'André Caspi. Septembre 1620. Dans le port animé de Plymouth, un bateau, le Mayflower, se prépare pour un long voyage, un très long voyage. Mais pour l'instant, le simple 3-mâts d'environ 30 mètres de long, de 32 naumètres, stationne jour après jour. S'il est à l'arrêt, encore attaché à cette terre anglaise, c'est parce que son départ a été retardé par le mauvais temps. Inutile de vous dire que les gens qui avaient l'intention de partir sont au désespoir. Une centaine de passagers. Il est vrai que ces hommes, ces femmes, ces enfants ont de quoi être pressés. Plus le temps passe et plus la saison froide approche, avec tous les dangers que cela représente pour des navigateurs. Surtout, le projet qu'ils portent en eux est de ceux que l'on veut réaliser au plus vite et que l'on voudrait réaliser dans les meilleures conditions. Traverser l'Atlantique pour atteindre le Nouveau Monde et fonder là-bas une colonie qu'une partie d'entre eux envisage sous un jour tout à fait particulier, éloigné autant que possible de la société anglaise du XVIIe siècle, car cette société, ils la considèrent comme complètement dévoyée et ils la jugent menaçante pour eux et pour leur descendance. Ce que je ne vous ai pas encore dit en effet, c'est que parmi ces aventuriers figurent 35 passagers très religieux, des puritains séparatistes, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à une branche radicale du protestantisme. Leur communauté a fait scission avec l'église anglicane, église qu'ils estiment encore beaucoup trop catholique à leurs yeux, en tout cas encore contaminée par ce qu'il reste de catholicisme dans l'église anglicane. Pour eux, l'Amérique, c'est la promesse du renouveau. Et peut-être surtout, c'est la promesse de la fin de leur errance, pénible errance. Revenons, si vous le voulez bien, un petit peu en arrière afin de mieux les connaître, ces gens-là, de comprendre qui est ce groupe. Nous allons les appréhender à travers un de leurs membres, William Bradford, qui est âgé d'une trentaine d'années. William est né à la fin du XVIe siècle, donc il naît tout à fait au nord de l'Angleterre. Très jeune, il est devenu orphelin. Il a été recueilli par des parents d'adoption et il s'est mis à s'intéresser tout de suite de très près à la religion. Il s'est forgé, ce William, des opinions fortes, profondes, de quoi changer une vie. Il a décidé même de rejoindre une nouvelle communauté religieuse avec laquelle il se sent en phase. Ce sera dans une bourgade proche de chez lui, à Scrooby, parmi des puritains séparatistes. Donc c'est comme ça qu'il va entrer dans ce groupe, parmi ces gens. Problème pour William et pour tous ceux qui l'entourent, leurs positions religieuses sont évidemment regardées par le pouvoir royal de Jacques Ier et d'une façon plus proche par le clergé anglican d'un très mauvais œil. Et ça peut aller jusqu'à la persécution pure et simple. La situation pour eux est très proche d'être intenable, au point que ces puritains de Scrooby finissent par opter pour l'exil. Inutile de vous dire qu'à l'époque, on n'est pas libre de circuler comme on veut. Choisir l'exil, c'est déjà se mettre en soi dans l'illégalité. Eux ont décidé d'aller vivre dans une terre plus tolérante, de l'autre côté de la mer du Nord, dans les Provinces-Unies, c'est-à-dire dans la partie protestante des Pays-Bas, qui a fait sécession avec l'Espagne. Le départ a donc lieu en 1608, ce qui veut dire qu'à 17 ou 18 ans, William va s'installer à Leyde. Leyde, bien connu des amateurs d'art, n'est-ce pas, au nord-est de La Haye. Les années passent, les puritains qui viennent donc d'Angleterre ne sont pas en Hollande aussi bien accueillis qu'ils l'avaient espéré, leur vie n'est pas paisible, il s'en faut, ils éprouvent même un certain nombre de craintes parce que l'Espagne catholique est là aux frontières, n'est-ce pas? N'oubliez pas toute l'histoire des Pays-Bas espagnols, et ce sont des troupes menaçantes qui risquent à tout moment de déferler sur les Provinces-Unies. Et puis, disons-le, ces Anglais en Hollande ne se sentent pas chez eux. Ils n'ont pas l'intention de voir leurs enfants devenir néerlandais. Une autre idée s'est imposée
à l'esprit d'un certain nombre d'entre eux. Ils se sont dit, et si on allait carrément beaucoup plus loin, dans des terres complètement vierges, si nous allions jusque dans cette Amérique où déjà des Anglais se sont installés. Il y a une colonie à Jamestown qui est, alors là, dans un autre registre, qui elle s'est tournée vers la recherche du profit commercial et qui a été fondée dès 1607. C'est une idée qui est dans les esprits à l'époque. C'est une idée à la mode, si je puis dire. Il y a quand même 2 compagnies de Virginie qui ont été créées et qui bénéficient d'une charte de colonisation de la couronne d'Angleterre. Donc la Virginie, aux yeux des Anglais, quand on dit la Virginie pour les Anglais de l'époque, c'est globalement toute l'Amérique du Nord. Ces compagnies sont concurrentes, l'une est basée à Londres et l'autre à Plymouth. C'est à la seconde que William et ses amis s'adressent. Vous comprenez mieux toute l'histoire du Mayflower. Voilà ce que nous dit Marine Libert. Les puritains reçoivent l'autorisation du gouvernement anglais ainsi qu'un financement de la compagnie pour s'établir en Amérique. La motivation du gouvernement anglais est simple, face au potentiel commercial d'une nouvelle colonie. La religion des colons devient tout à fait secondaire. Ils délivrent donc une patente aux colons qui leur donne le droit de s'installer en Amérique dans l'embouchure du fleuve Hudson. Les puritains sont donc obligés de retraverser la mer du Nord dans l'autre sens. Les voilà de nouveau en Angleterre. Ils vont trouver un certain nombre d'autres personnes qui sont prêtes à participer à l'aventure. Il y a là notamment des artisans, et c'est utile des artisans. Il faut des gens qui sachent construire, qui sachent commercer, etc. Et disons-le, dès le départ, les difficultés se présentent. D'abord, toute la communauté d'origine n'a pas l'intention de prendre part au voyage. Ensuite, un des 2 bateaux qui avaient été prévus et qui s'appelait le Speedwell, autrement dit le rapide, s'avère inutilisable. Et puis, il y a ce retard pris au départ de Plymouth. Je vous l'ai dit, le vent est contraire, la mer n'est pas bonne, et puis etc. Tout ça pourrait être décourageant. Mais vous imaginez bien que quand vous avez, comme William, non seulement une foi extraordinaire, mais en plus un espoir énorme, il en faudrait beaucoup plus pour les décourager. Ces gens-là ont la foi chevillée au corps, et le 6 septembre 1620, enfin, ils peuvent partir. William a 30 ans là maintenant, et évidemment, il est bien loin d'imaginer tout ce qu'il va vivre. À bord du fragile Mayflower, l'atmosphère très vite se révèle pesante. D'abord, il y a ceux qui tombent malades, comme toujours dans ces très longues traversées de l'époque. Tout le monde n'a pas le pied marin. Il y a la promiscuité avec les autres passagers, que William appelle les étrangers, et qui sont parfois exaspérés par la ferveur religieuse de ce petit groupe minoritaire de pèlerins, de puritains. Ça crée donc de vives tensions. Et puis, il y a la mer, avec ses intempéries, ses vagues extraordinaires, ses creux, qui sont de véritables gouffres, et tout ça a de quoi impressionner. William se souviendra de tout cela. Lors d'une des plus terribles des tempêtes, dit-il, un joyeux jeune homme fut projeté par un coup de roulis par-dessus bord, mais il plut à Dieu qu'il parvienne à employer les drisses du hunier qui pendaient par-dessus bord et traînaient à la mer. Alors qu'il n'était déjà sous plusieurs mètres d'eau, il parvint à rester agrippé au cordage par lequel on le hissa à la surface. On réussit à le remonter à bord. Au final, 2 morts seront tout de même à déplorer pendant le cours du voyage. Tout ça, évidemment, rend l'aventure peut-être encore plus extraordinaire. Et pour les puritains, ce sont des vicissitudes qui sont considérées en quelque sorte comme des obstacles posés par Dieu sur leur chemin et qu'il leur appartient de surmonter. C'est le préalable à leur naissance nouvelle. Début novembre, il a fallu du temps comme vous le voyez, début novembre apparaît donc à l'horizon la terre promise, la nouvelle terre promise, boisée avec ses plages. Ah, ça n'est pas tout à fait la terre attendue. Le Mayflower n'est pas, contrairement à ce qu'on espérait, ce qu'on attendait, près de l'Hudson, mais nettement plus au nord, au niveau de Cape Cod, donc on est au sud de l'actuel Boston. Pour William et pour son groupe, c'est, disons-le, une déception, c'est une déconvenue. La première d'une longue série de déconvenues. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Franck, vous nous racontez l'aventure des passagers du Mayflower, partis d'Angleterre en septembre 1620 pour s'établir dans le Nouveau Monde. Après un voyage mouvementé, on vient de le vivre avec vous, les voici arrivés près de la côte américaine, plus précisément
près du Cap Cod. Est-ce que c'est une région habitée, très habitée à l'époque? Il y a des Amérindiens. Il y a des Amérindiens qui sont dispersés dans toute cette région, notamment les Wampanoag. Ils ont d'ailleurs déjà eu des liens avec un certain nombre d'Européens, avec des Français, avec des Anglais. Quelques années plus tôt, on a donné à cette région le nom de Nouvelle-Angleterre. Les Amérindiens, dans un premier temps, sont plutôt ouverts à l'établissement de relations commerciales avec ces Européens qui arrivent. Quant aux Européens, eux, ils ont bien l'intention de prendre pied sur cette nouvelle terre. Ils sont décidés à gagner de l'argent, mais aussi à évangéliser ce qu'ils regardent comme des tribus d'infidèles. Or, les Amérindiens ont déjà ont fait les frais de cette installation européenne, notamment parce qu'ils ont ils ont contracté des maladies qui sont des maladies tout à fait mortelles, extrêmement graves. Et justement, dans cette région du Cap Cod dont vous parlez, on estime qu'une épidémie aurait tué une part importante de la population locale dans les années qui ont précédé l'arrivée du Mayflower, donc en novembre 1620. Alors revenons-y à notre Mayflower. Le capitaine, dans un premier temps, envisage de prendre la route du sud pour atteindre le but initial. Rappelez-vous, vous voulez entrer dans l'Hudson. Seulement, les dangers de la mer rendent l'entreprise très risquée à cette date et donc on décide de rester dans la région initiale, donc dans cette région du Cap Cod. C'est là que les pionniers vont devoir s'implanter d'une certaine manière. Ils vont bâtir là leur colonie de pèlerins. Alors avant cela, quand même, des dissensions ont surgi à bord, elles se sont développées, ces dissensions. Les hommes du Mayflower ont fini par se mettre d'accord sur un système de gestion politique et de vote des lois, ce qui est plutôt bon signe pour l'avenir de la colonie. Voilà ce que nous dit Bertrand Van Ruymbeck. Ce texte, assorti d'un serment et connu sous le nom de Mayflower Compact, a longtemps été décrit comme la source originelle de la démocratie états-unienne. En fait, il n'en est rien. D'un point de vue très pratique, les leaders puritains à bord du Mayflower veulent concentrer le pouvoir politique entre leurs mains et possédant un sens prononcé de la communauté et de l'ordre, ils ne souhaitent pas débarquer sur ces terres inconnues, peut-être même inhospitalières, sans s'être au préalable organisés. Voilà ce qui s'est passé vraiment. Et par ailleurs, on va élire quand même, pour l'année, un gouverneur pour qui William a beaucoup d'estime, il s'appelle John Carver. Son défi est immense, vous imaginez ? Créer littéralement une société comme ça sur ces terres vierges, quand les colons commencent à s'installer, ils sont très vite dépassés par les événements, ils sont terrifiés. Voilà ce que nous dit William, c'est une idée seulement qu'il nous donne dans son récit. Ils n'avaient devant eux que le spectacle d'une immensité sauvage, terrifiante et désolée, qui regorgeait de hordes de bêtes et d'hommes sauvages, et dont ils n'avaient aucune idée du nombre. Où qu'ils dirigent leur regard, à l'exception des cieux, rien dans ce monde ne leur apportait le moindre motif à réconfort ou à joie. L'été étant terminé, toute chose leur présentait un visage marqué par les vents. Derrière eux s'étendait le puissant océan qu'ils avaient traversé et qui était à présent comme un abîme entre eux et les parties civiles du monde. Je pense qu'il faut prendre ces mots au pied de la lettre. C'était un traumatisme considérable et c'est dans ce contexte que sont lancées des prospections pour essayer de trouver un lieu où on puisse faire souche, où on puisse s'établir. C'était très difficile, bien entendu, parce que fallait que le lieu en question réunit un certain nombre de critères. Un site qui puisse accueillir un port, qui ait un accès aisé à l'eau potable, enfin, etc., etc. Pendant cette recherche, William et ses compagnons voient un certain nombre d'Amérindiens, mais qui restent à distance, même d'ailleurs quand les colons essaient de se rapprocher. Ils vont tomber sur des zones cultivées également, sur des récipients remplis de blé qu'ils prennent avec eux, et qu'ils emmènent vers leur campement, parce que pour l'instant, on campe, hein, mais ça les rassure. Ils se disent que l'agriculture est possible sur ces terres difficiles. Le temps passe, on est bientôt donc en décembre, froid très dur qui s'installe dans la région. Il est grand temps de bâtir, et c'est d'ailleurs aussi une question de sécurité, parce qu'un jour, un groupe est surpris par des flèches amérindiennes qui viennent d'être tirées, et il y a aucun doute possible sur les cibles. Hein. Ils sont devenus la cible d'un certain nombre d'Amérindiens. Il y a d'ailleurs un combat qui va s'en suivre avec quelques coups de mousquet qui vont mettre fin à l'attaque. On n'a pas déploré de blessés sur le coup. Mais c'est vous dire si l'alerte
a été vive. Et bien sûr, pour les nouveaux arrivants et pour William, le fait qu'il n'y ait pas eu de blessés, le fait qu'on s'en soit sorti cette fois-là, c'est encore un signe de la protection divine. Ces gens-là cherchent des signes partout, bien entendu. Vers la mi-décembre, ils vont trouver le lieu qu'ils cherchaient depuis un moment. Du moins comme l'écrit William, étant donné la situation d'urgence qui était la leur, ils étaient très heureux de s'en satisfaire. L'histoire de la colonie, à ce moment-là, commence. Je dis « il » au pluriel lorsque je cite William, mais c'est parce que il est un peu comme César, si je puis dire, il parle de lui à la troisième personne. Il raconte l'événement comme s'il y était extérieur. Malgré le travail qu'implique ce débarquement, les Anglais ne perdent pas de temps. Plymouth va naître, une frêle enceinte est élevée, des masures bâties, un rythme quand même insuffisant. Les puritains veulent aussi que des lois soient édictées. Ils insistent sur les bonnes mœurs qui doivent avoir cours, etc. Pour eux, c'est essentiel, même s'ils sont minoritaires dans le groupe initial. Et tout s'organise seulement très vite. Les colons, et c'est William qui le constate, les colons atteignent leurs limites. Je cite André Caspi. Rien n'a préparé les pèlerins à l'aventure américaine. Ils souhaitent vivre de la pêche, mais ils ne sont pas pêcheurs. Ils ont emporté des fusils pour se défendre, mais ils ne savent guère s'en servir. Ils ont voulu gagner la Virginie, mais ils ont débarqué en Nouvelle-Angleterre, sur une terre ingrate, sous un climat rude, dans une région éloignée de tout et de tous. Et l'on peut dire que là, c'est la réalité qui les rattrape, réalité brutale et implacable. Au cours de l'hiver, les morts vont s'additionner, et ils s'additionnent à un rythme angoissant. Des maladies qui sont favorisées par la mauvaise alimentation et par le quotidien qui est très dur. Des maladies viennent faucher les gens littéralement. Et William lui-même tombe malade. Il en mourut parfois 2 à 3 chaque jour, écrit-il, de sorte que sur un peu plus de 100 personnes, il n'en restait guère plus de 50. Et au comble de cette épreuve, seules 6 ou 7 personnes étaient encore en bonne condition physique, qui méritèrent la grande reconnaissance des autres en travaillant jour et nuit jusqu'à l'épuisement pour aller leur chercher du bois, leur faire du feu, leur préparer leur repas, faire leur lit, nettoyer leurs vêtements souillés. On peut dire que cette nouvelle colonie, appelée donc Plymouth du nom de la ville d'origine, on peut dire qu'à l'hiver 1621, cette colonie est proche de disparaître. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire du Mayflower cet après-midi sur Europe 1. Alors vous nous avez fait revivre le trajet. Aujourd'hui, les pèlerins sont installés à Plymouth, qui risque de disparaître, et la cohabitation est très difficile avec les Amérindiens. Oui, et alors pour l'instant on les voit de loin, les Indiens, mais leur présence inquiète bien entendu. Le 16 mars 1621, un Amérindien qui est simplement vêtu d'un pagne vient à la rencontre des nouveaux arrivants et il se met à leur parler dans un anglais, certes imparfait, mais un anglais suffisant quand même pour qu'on le comprenne. Et grâce à lui, les colons vont en apprendre sur les alentours, sur leurs habitants, etc. Et au milieu de la désolation de cette fin d'hiver, des relations se nouent donc avec la population autochtone. Le chef Massaswat qui gère, si je puis dire, la tribu locale, qui la commande, vient lui-même à Plymouth quelques jours plus tard, de sorte que on peut établir une sorte de pacte d'alliance. Un autre Amérindien qui maîtrise lui aussi l'anglais va même rester au milieu des pionniers. Cet homme s'appelle Squanto. Il a autrefois été capturé par des Européens, il est passé par l'Espagne, puis par l'Angleterre, bref, il connaît tout ça. Et il devient une sorte de truchement, comme on disait à l'époque, un pont entre les deux groupes. Son savoir est très utile, c'est lui qui désigne les bons lieux de pêche, qui montre aux colons les techniques agricoles adaptées à la région, etc. Donc la saison froide finit par se terminer, les survivants se portent un peu mieux, et c'est aussi à ce moment-là que le Mayflower, qui était resté au mouillage à proximité, reprend la route de l'Europe avec son équipage, qui lui aussi, entre parenthèses, a payé un très lourd tribut à l'hiver. Au milieu de l'éclaircie du printemps, un triste événement cependant, puisque le gouverneur John Carver, dont je vous parlais tout à l'heure, va subitement passer l'arme à gauche, si j'ose l'expression. C'est William qui est lui-même désigné à ce moment-là pour lui succéder.
Et la vie continue, si je puis dire. On va célébrer un premier mariage en mai. Les colons continuent à explorer la région. Ils savent qu'il est dans leur intérêt de resserrer les relations avec les Indiens. Ils rencontrent d'autres tribus, dont celle avec laquelle l'escarmouche avait eu lieu à leur arrivée quelques mois plus tôt. Mais cette fois, ça se passe beaucoup mieux. Bref, il y a des tensions, des accros, etc. Mais des liens se nouent, le commerce se développe. Enfin, les choses ont l'air de s'apaiser. Les mois passent et au moment où revient l'automne, les habitants de Plymouth peuvent se réjouir des progrès qui ont été réalisés en peu de temps. Cette fois, malgré les grands dangers qui sont là, qui demeurent bien entendu, ils ont les vivres nécessaires, ils ont de quoi affronter l'hiver. Et Marine Libert nous dit, c'est le moment que William Bradford choisit pour se réjouir ensemble d'une manière tout à fait spéciale. On va organiser dans la colonie de grandes festivités en présence des Indiens, de leur chef, un grand repas plantureux, célébration, sorte de récompense pour le travail accompli. Eh bien, cet événement, qui pourrait être considéré un peu comme secondaire dans l'histoire des pèlerins, cet événement, il va être immortalisé à jamais, puisque c'est de lui que viendra la tradition de Thanksgiving, vous savez, une des fêtes les plus importantes de la culture nord-américaine. Bonjour André Caspi. Bonjour. Thanksgiving vient donc au départ de ce premier grand repas pris par les pèlerins du Mayflower. Oui, Thanksgiving veut dire action de grâce. C'est-à-dire que les pèlerins rendent grâce à Dieu, d'abord d'avoir survécu, et ensuite d'être parvenus à s'établir sur cette terre particulièrement ingrate. Et ça a été un miracle, si on peut dire, qu'ils ne soient pas tous morts. Bien entendu, puisque d'abord ils étaient très peu nombreux au départ, et ensuite les conditions d'installation ont été si rudes que peu à peu la colonie finissait par disparaître s'il n'y avait pas eu ces quelques survivants. Donc ça veut dire, Thanksgiving, c'est aussi quelque chose d'important, en ce sens que on sacrifie une dinde, des dindes. Pourquoi des dindes ? Eh bien oui, c'est l'oiseau local, si je puis dire. Parce que ce sont des dindes sauvages. Et comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, les pèlerins détiennent des armes à feu. Donc ils sont capables de tuer ces dindes sauvages, ce qu'ils font d'ailleurs, et c'est en somme pour alimenter leur repas et s'alimenter eux-mêmes qu'ils ont décidé de pratiquer cette action de grâce. Et d'ailleurs, c'est resté aujourd'hui une tradition américaine, avec toutefois une petite modification, c'est-à-dire que les dindes ne sont plus sauvages. Et l'une des dindes... Il en faudrait beaucoup de dindes sauvages pour et l'une des dindes fait partie de celles qui bénéficient en somme de la grâce présidentielle. Ah oui. La dinde est offerte au président des États-Unis. Qui la gracie. C'est-à-dire, au fond, c'est une sorte d'action de grâce cette fois-ci, mais en l'honneur du président. Et que devient-elle la dinde présidentielle? On ne sait pas d'ailleurs. Non, elle n'est pas sacrifiée. Je précise bien que, en principe, elle meurt de vieillesse. Bon, mais elle a beaucoup de chance. Dans les jardins de la Maison Blanche. Dans les jardins de la Maison Blanche, on imagine l'élevage de dindes. Alors, ces pèlerins du Mayflower sont devenus absolument mythiques. On a longtemps voulu en faire les fondateurs même de la population d'origine anglaise en Amérique du Nord. C'est un peu plus complexe que cela. Nous allons voir qu'ils ont été précédés d'abord. Ils étaient beaucoup plus composites qu'on peut l'imaginer. Tous n'étaient pas, il s'en faut même de beaucoup, tous n'étaient pas des puritains. Néanmoins, le Mayflower, ce nom-là, reste magique pour les Américains. Ils ont l'impression de venir de là, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'au fond, le Mayflower symbolise la mission qui a été remplie par ces pèlerins, une mission qui est de créer l'Amérique, anglaise dans un premier temps et l'Amérique américaine par la suite, bien sûr. Mais comme vous l'avez indiqué également, avant même le Mayflower, il y a des Anglais qui s'installent sur le continent américain, en particulier en Virginie. Et pourquoi la Virginie ? Parce que la province est baptisée du nom de la reine Élisabeth Ier, qui avait comme caractéristique d'être la reine vierge. Donc, si vous voulez, tout indique que les Anglais s'installent sur ce continent, mais ils ne sont pas seuls. Au nord et à l'ouest, il y a des Français. Au sud, il y a des Espagnols, et tout près d'eux, il y a des Hollandais qui sont installés à l'embouchure du Hudson,
c'est la nouvelle Amsterdam, qui deviendra à partir de 1660 New York. Oui. Et puis un tout petit peu plus au sud, il y a même la Nouvelle Suède. Ce qui veut donc dire que le continent américain est l'objet d'une colonisation européenne, et de cette colonisation européenne, les vainqueurs, ce sont les Anglais. Mais quand on dit les Anglais, il faut bien comprendre que ce sont des sectes, pourrait-on dire, ou des groupes religieux extrêmement divers. Nous allons voir qui sont ces premiers colons, justement, sur le territoire de l'Amérique du Nord. Et nous allons essayer de revenir sur leur motivation. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire du Mayflower, au cœur de l'histoire de ces puritains qui sont partis à la découverte du Nouveau Monde. Et nous allons en savoir plus sur cette aventure grâce à votre invité, Franck Ferrand. Vous recevez André Caspi, il est professeur émérite à la Sorbonne et auteur de Naissance et essor des États-Unis, 1607-1945, et les États-Unis de 1945 à nos jours, où les 2 premiers chapitres sont consacrés au Mayflower et à la colonisation. Alors justement, ces pèlerins du Mayflower, nous avons vu qu'ils n'étaient pas les tout premiers en Amérique du Nord. Il y a eu pas mal d'Européens qui sont arrivés avant eux, et qui n'étaient pas tous là. Il faut que nous en venions maintenant à leur composition. Qui étaient-ils ? Ils n'étaient pas tous des puritains, en vérité. Non, c'est-à-dire qu'au fond, il y a 2 motivations principales. La première, c'est de trouver de nouvelles terres pour les exploiter et pour en tirer le maximum de richesses. C'est ce que font les Anglais qui partent vers la Virginie. Ils sont financés par des compagnies qui ont de l'argent et qui voudraient que cet argent profite, et que cet argent donne des petits, si l'on peut dire. Et puis, d'un autre côté, il y a ceux qui partent pour des motivations religieuses. Alors, bien sûr, les Pilgrim Fathers, c'est-à-dire les pèlerins, sont les plus significatifs, mais ce sont aussi les moins nombreux, puisque à partir de 1690, cette colonie disparaît complètement. En revanche, ce sont des puritains. Alors la différence entre puritains et Pilgrim Fathers, vous l'avez d'ailleurs indiqué tout à l'heure, c'est que les Pilgrim Fathers sont séparés de l'église anglicane, tandis que les puritains conservent un lien religieux officiel, oui, avec l'église anglicane. Les puritains, eux, ils arrivent en masse à partir de 1630, mais vous avez par exemple, dans le Maryland, des catholiques qui essayent de créer une colonie catholique. Vous avez à Philadelphie, en Pennsylvanie, des Quakers qui essayent de créer une colonie Quaker. Et vous avez même à l'intérieur du monde puritain du Massachusetts des dissidents, des baptistes qui vont créer le Rhode Island. Ce qui veut dire que dans cet ensemble, on voit bien ces 2 motivations différentes. D'une part, la motivation religieuse, d'autre part, la motivation économique. Mais le résultat, c'est que malgré tout, même quand on crée une colonie pour des raisons religieuses, encore faut-il vivre, encore faut-il la rendre rentable. Il faut trouver de nouvelles ressources. Et comme les terres ne sont pas aussi favorables au nord qu'elles le sont au sud, le nord deviendra plutôt un centre commercial, un centre manufacturier. En fait, voilà. C'est-à-dire, au fond, il faudra créer des richesses qui ne viennent pas de la terre et qui vont en somme constituer un élément important de l'économie des États-Unis. On peut imaginer que les plus ambitieux, les plus idéalistes parmi ces puritains qui étaient déjà partis aux Pays-Bas, qui s'étaient installés aux Provinces-Unies avec l'idée de fonder une société sur des bases beaucoup plus saines, plus pures, plus chrétiennes, avaient une image idéale de cette terre promise. Ils s'imaginaient sans doute. C'est-à-dire, vous savez, William Bradford, c'est un peu le nouveau Moïse. C'est ça, mais oui. Il conduit son troupeau, oui, voilà, oui. Il le conduit jusqu'en terre promise. Et c'est pour cela que les Américains d'aujourd'hui attachent beaucoup d'importance à cette arrivée des puritains séparatistes ou puritains non séparatistes, mais parce que ça contribue en somme à donner à la création même des États-Unis une dimension mythologique, une dimension idéologique particulièrement forte. On peut pas dire religieuse, là. Les États-Unis, ça n'est pas l'Europe. Les États-Unis, c'est mieux que l'Europe. C'est une société nouvelle qui se crée, une société qui doit absorber les immigrants, et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup au 19e et au 20e siècle. Ça veut dire qu'au fond, c'est une société qui doit être l'envers de l'Europe, ou plus exactement l'endroit de l'Europe. Oui, c'est ça. C'est l'endroit de l'Europe. C'est l'Europe qui est pervertie. C'est l'Europe telle qu'on la souhaite. On quitte une Europe
telle qu'on ne la veut plus, et on crée un nouveau monde. Et le mot « nouveau » prend toute son importance dans cette immigration. Et dans l'image que les Américains d'aujourd'hui se font encore de leur peuple et de leur territoire, il y a encore beaucoup de cet espoir et de cette utopie. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment, d'une certaine manière, de devoir accomplir le rêve des premiers fondateurs. Oui, c'est-à-dire que pour ces Américains, même si aujourd'hui ils ne viennent pas d'Angleterre, s'ils viennent d'Amérique latine, s'ils viennent d'Asie, s'ils sont venus en masse d'Europe, à chaque fois, c'était dans le but de fuir ce qu'ils ne pouvaient plus supporter. C'est-à-dire qu'au fond, ils refont l'histoire des Pilgrim Fathers, mais avec un peu moins de religiosité, mais toujours avec le même enthousiasme, toujours avec la même volonté de créer un pays nouveau, quelque chose qui ne soit pas exactement ce qu'a été l'Europe. Voilà pour l'idéal, écrivez-vous André Caspi dans votre beau livre « Les Américains ». Et je vous cite, « Dans la transcription de l'utopie au jour le jour, les difficultés ne manquent pas. Le synode de 1679 s'indigne du nombre croissant de bâtards, de la tentative d'ouvrir à Boston une maison de passe, des femmes qui dénudent leurs bras, leurs cous ou, ce qui est plus abominable, leurs seins. Que dire également des fils qui veulent des terres, des pauvres qui ne se résignent pas à accepter leurs conditions. De nouvelles colonies se fondent alors, par exemple New Haven dans la vallée du Connecticut en 1643, dans le New Hampshire, dans le Maine, avec des liens plus ou moins étroits qui les unissent au Massachusetts. Il y a toujours cette différence entre le rêve et la réalité. Oui, c'est-à-dire en même temps, il faut bien reconnaître que le monde protestant est un monde frappé de séparatisme, c'est-à-dire c'est un monde éclaté. C'est un monde dans lequel chacun des fonctionne sur la refondation permanente. Chacun des fidèles a son interprétation, et par conséquent, si un groupe de fidèles n'est pas satisfait de ce qu'il trouve autour de lui, il va ailleurs. Et il crée ailleurs une colonie encore un autre foyer, qu'il etc. pense plus pure, plus honnête, plus proche de Dieu. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'unité à proprement parler dans ce XVIIe siècle, et ni même dans le XVIIIe. Et on se retrouve en 1776, au moment de la déclaration d'indépendance, avec 13 États dont chacun a une personnalité. Et il faut donc arriver à unifier cet État. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que finalement, la nation américaine n'est véritablement créée qu'au lendemain de la guerre de sécession en 1865, et non pas avant. C'est-à-dire que là, la séparation entre les États disparaît au profit de l'unité. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes jusqu'à 15h au cœur de l'histoire du Mayflower, début du XVIIe siècle. Les hommes se groupent sur ce bateau qui part à la découverte du Nouveau Monde, des pèlerins, des puritains, et puis des questions d'auditeurs aujourd'hui. Pour vous, Franck Ferrand, et pour votre invité André Caspi, professeur émérite à la Sorbonne, et Hubert qui nous demande combien d'Américains peuvent se revendiquer descendants de passagers du Mayflower. Parmi ces descendants, beaucoup sont connus. Bush, Monroe, Marilyn Monroe, Clint Eastwood. Est-ce qu'ils partagent un ancêtre commun et est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, alors l'ancêtre en question, c'est le fameux John Howland, sur lequel on revient toujours et qui serait l'ancêtre non seulement de Marilyn Monroe et de Clint Eastwood, mais de Richard Gere, du président Gerald Ford, même de Churchill, dit-on. Vous êtes un peu sceptique, vous. Je peux vous garantir que je ne suis pas son descendant. mais je ne suis pas sûr non plus que toute cette descendance soit parfaitement vérifiée par l'histoire. Je pense qu'un certain nombre sont très heureux de se rattacher à ces lointaines origines. Et peut-être y a-t-il un peu confusion entre les Pilgrim Fathers qui sont arrivés en 1620 et les puritains qui, eux, sont arrivés un peu plus tard. Donc, qu'il y ait des descendants des puritains, ça je veux bien le croire. Des descendants des pèlerins, je peux me tromper, mais j'en doute. Nous prendrons ça avec des pincettes. Voilà, avec des pincettes. Ils arrivent, ces tout premiers colons pas tout premiers, ces premiers colons du Mayflower, nous l'avons vu. Ils arrivent beaucoup plus au nord que prévu et beaucoup plus tard que prévu dans la saison. Normalement, quand on s'en va coloniser une terre de l'hémisphère nord, on essaie de partir vers le début du printemps pour avoir l'été devant soi. Eux, ils arrivent, c'est déjà l'hiver, c'est quand même inouï. Et c'est l'hiver dans une région très septentrionale. Et en plus, le trajet maritime dure 2 mois. Ah, c'est ça. Donc c'est très long sur des bateaux qui sont extrêmement inconfortables. Il faut emporter la nourriture, il faut soigner les malades, mais on ne sait pas très bien comment les soigner. Il faut éviter les temps
tempêtes. Bref, il y a beaucoup d'obstacles avant d'arriver jusqu'à la terre américaine. Et Jusqu'à la fameuse terre promise. et cette terre promise, en effet, nécessite beaucoup de sacrifices. Selon la vieille habitude des marins, ils baptisent leur colonie du nom du port dont ils viennent. L'idée, c'était de fonder une sorte de Jérusalem, de Nouvelle Jérusalem. C'était ça au départ. Et d'ailleurs, il y a une ville dans le Massachusetts qui s'appelle Salem. Et ça vient de là. Les fameuses Sorcières, sorcières de bah Salem. de Salem, ouais. Ben, les sorcières de Salem. Salem, c'est le raccourci de Jerusalem. Mais oui. Donc c'est c'est Jérusalem est là, et de même que vous avez en Pennsylvanie Nazareth, vous avez toute une série en somme de localités qui portent des noms bibliques parce que cela permet de rattacher ces immigrants à l'histoire de l'Ancien Testament. Il faut bien avoir à l'esprit que pour l'instant, ces tout premiers migrants, ils sont peu nombreux. Et donc, dans un premier temps, ils ne gênent pas tellement les populations locales, c'est les populations d'Indiens. Ah ben, c'est-à-dire que d'abord, il faut bien comprendre ce que sont ces populations indiennes. On les appelle indiens, mais c'est par erreur. Amérindiennes, oui. Ils ne sont pas Ils indiens. Oui, mais non. On les appelle indiens parce que les À premiers cause de explorateurs Christophe ont cru Colomb, qu'ils oui, voilà. avaient découvert l'Inde. Mais ils ont des noms de tribus. Vous avez cité tout à l'heure les Wampanoag. Il y en a d'autres. Hein. C'est-à-dire que il n'y a pas d'unité entre ces tribus. Ces tribus sont séparées les unes des autres et quelquefois se font la guerre entre elles. D'autre part, ces tribus n'ont pas l'armement des Européens. Elles ne connaissent pas les armes à feu. Ce sont les Européens qui apportent les armes à feu et de ce fait-là, les Européens disposent d'un avantage sur les Indiens parce que les armes à feu sont autrement plus meurtrières que les flèches dont disposent les Indiens. Encore que les flèches ne fassent pas que des blessures légères. Mais cela veut dire au fond que les Européens vont bénéficier des conseils des Indiens, mais en même temps, les Européens veulent prendre les terres des Indiens, veulent aussi s'emparer, vous l'avez cité, des réserves alimentaires des Indiens, c'est-à-dire que les Indiens sont à la fois ceux qui introduisent les Européens aux conditions de vie extrêmement rigoureuses Heureusement qu'ils sur sont la là, terre sinon américaine. ils seraient morts tous. Hein. Et ils sont aussi un obstacle à la progression, à la colonisation, à l'envahissement vers l'intérieur des terres. Ce qui veut dire que, au départ, il y a des relations qui sont relativement amicales, et puis très vite, ces relations dégénèrent, et elles dégénèrent en des guerres indiennes, comme on dit. Or, les guerres indiennes, dans l'histoire des États-Unis, ne se sont interrompues qu'en 1890. Et c'est ça. C'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Donc, que ce soit au 17e, 18e ou 19e siècle, il y a en permanence des guerres indiennes, alors qui ne sont pas toujours situées bien sûr dans le Massachusetts, puisque il y a une progression de la colonisation européenne vers le centre. Mais il n'empêche que cela veut bien dire que l'occupation du territoire nord-américain ne peut se faire que par le recul des Indiens et je dirais même très souvent par la violence qui est exercée contre les Indiens ou la violence qui est exercée en réaction à la violence des Indiens. Est-ce que cette violence fait partie du programme religieux des colons? C'est quand même un peu étonnant. Oui, dans un certain sens, il se rappelle que dans l'Ancien Testament, il n'a pas été facile aux Hébreux d'entrer en terre promise, qu'il a fallu là aussi combattre des ennemis qui ne voulaient pas accepter que Dieu installait les Hébreux sur cette terre. Donc, à chaque fois, il y a cette comparaison avec l'Ancien Testament. Ce sont toujours, en somme, ces références qui caractérisent même... Nous retrouvons Moïse. Hein. C'est toujours ces références qui caractérisent la démarche de ces nouveaux immigrants. Oui. Et leur démarche, leur marche, on pourrait dire leur pérégrination et leur installation qui a été longue, difficile, avec des reculs, il faut le dire. Oui, avec des massacres, avec des reculs, avec des paix qui sont signées mais qui ne sont pas forcément respectées. Bref, avec beaucoup de drames. Alors, j'ai tout à fait effleuré tout à l'heure dans le récit, mais ça me paraît être un aspect important, la question du contrat social, de l'organisation interne de cette nouvelle société
qu'on a longtemps présenté comme l'ancêtre de la démocratie américaine, même si aujourd'hui les historiens s'en gardent, bien sûr. Bah, écoutez, ce n'est pas une société très démocratique. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une société qui est fondée sur une organisation religieuse. C'est une congrégation, pourrait-on dire. Et dans cette congrégation, il y a les pasteurs, il y a le conseil presbytéral, et il y a les fidèles. Donc il y a des hiérarchies. Et il est évident que ces hiérarchies ne sont pas forcément élues, mais elles sont élues de manière restreinte, et on ne peut pas dire que la démocratie américaine ait été fondée par le Mayflower Compact. La démocratie américaine a été fondée bien plus tard, dans d'autres circonstances, et notamment avec toute l'idéologie du XVIIIe et du XIXe siècle. Oui, et là, nous avons eu l'occasion d'en parler ensemble un certain nombre de fois. Pour clore cette affaire du Mayflower, c'est un symbole, évidemment. C'est le mythe fondateur. Il fallait bien trouver un bateau qui représente le courage de ces premiers colons qui s'installent, qui font face aux éléments, aux populations de substrat, etc., et qui vont peu à peu créer ce qui sera un jour l'Amérique anglaise, quand même. Oui, mais c'est-à-dire que c'est quand même beaucoup plus glorieux d'avoir comme symbole le Mayflower, c'est-à-dire ces exilés volontaires qui arrivent en terre américaine, qui construisent tout à partir de rien, plutôt que de dire ce sont des planteurs virginiens qui ont cultivé du maïs, parce que les Indiens leur ont montré ce qu'est le maïs, qui se sont mis à vendre du tabac et à faire venir des esclaves. Donc, dans un certain sens, c'est plus engageant de se référer au Mayflower que de se référer à la Virginie, bien que et Virginie et Nouvelle-Angleterre fassent partie, toutes les deux, de la tradition des États-Unis et constituent toutes les deux les fondements même de la nation américaine. Merci beaucoup André Caspi. Comme d'habitude, c'était très clair et même lumineux. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous allons refaire le voyage du Mayflower, en tout cas point de départ et point d'arrivée, avec notre guide aujourd'hui, Lorena Martin. De Plymouth à Plymouth, c'est bien ça? Exactement. Bonjour Franck. Bonjour Lorena. Oui, les premiers lieux, tout d'abord, on va partir quand même finalement des États-Unis, parce que je voulais vous en parler. En bordure de la baie de Plymouth, vous pouvez trouver encore un petit peu tous les lieux qui sont liés au Mayflower, dans le Pilgrim Memorial State Park notamment. Vous avez tout d'abord le Plymouth Plantation, qui est ce grand complexe situé non loin du port, qui comprend plusieurs centres d'intérêt et musées liés au Mayflower et qui nous permet de comprendre toute cette histoire dont vous venez de parler. C'est tout un site où l'on a recréé la vie quotidienne des premiers colons de la côte Est, et c'est là que se trouve normalement aussi la réplique grandeur nature du navire Mayflower, que l'on appelle Mayflower 2. Pourquoi normalement? Parce qu'en ce moment, il est en travaux, en restauration, et il se situe en fait à Mystic Seaport dans le Connecticut pour qu'il soit prêt en fait à l'occasion des 400 ans des célébrations il va y avoir, on va en parler dans un instant. Alors, qu'est-ce qu'on peut visiter donc? Et donc ce lieu, en fait, c'est une sorte de musée flottant où on découvre toute l'histoire de la traversée. On a même à bord des guides qui sont costumés et qui vous accueillent et qui vous racontent un petit peu toute l'histoire de cette expédition. Il y a aussi tout un village anglais du XVIIe siècle reconstitué avec les maisons à pans de bois meublées, avec des objets qu'on parle pas beaucoup des Indiens dans tout ça. Ici, il y en a quand même. On peut se rendre au Wampanoag Home Site, qui est en fait où il y a plusieurs habitations de ces Amérindiens qui ont été aussi reconstituées. Et là encore, on nous raconte toute cette histoire. Et on peut aller aussi observer le Plymouth Rock, ce rocher qui est fait de granit en fait, et où il est gravé 1620, même s'il a plusieurs fois changé de place, une partie a été volée, prise, achetée, etc. Et il en reste aujourd'hui environ un tiers de cette pierre sur la partie supérieure. Finalement, les lieux mythiques feraient l'objet d'un joli livre. D'un joli livre, parce que on les distord en fonction des opinions des uns et des autres au fil des siècles. Alors, on va célébrer bientôt le 400e anniversaire de la traversée du Mayflower. Nous l'avons fait, nous, avec 2 ans d'avance, certes, mais c'est pour 2020, bien sûr. J'imagine, pour des raisons
générale, culturelle, politique. Si j'ai bien compris ce que nous a dit à l'instant André Caspi, qu'on va fêter les choses plus en Angleterre qu'en Amérique d'une certaine façon. Même si c'est en partenariat avec les États-Unis et les Pays-Bas, mais c'est surtout la Grande-Bretagne qui a mis en place tout un site internet, notamment avec beaucoup d'événements. Ça s'appelle Mayflower400uk.org et toutes ces commémorations vont commencer avec la fête de Thanksgiving Évidemment. et une fête de la lumière, Illuminate, en novembre 2019 dans de nombreuses villes en Angleterre. Vous allez avoir des festivals, des pièces de théâtre, de nombreuses expositions, des conférences, des spectacles et notamment aussi les journées Wampanoags avec un powwow de 2 jours à Turtle Island, ça c'est aux États-Unis en 2020 pour célébrer des rassemblements d'Indiens où on chante, où on chante, etc. Et donc pour célébrer un petit peu la longévité, la pérennité de ces communautés autochtones. Et il propose aussi des destinations en fait touristiques, notamment en Angleterre, aux Pays-Bas, aux États-Unis, et vous suggère un voyage en 10 jours, notamment pour suivre un petit peu les pèlerins du Mayflower. Et il y a aussi un sentier, Pilgrim Routes, qui comprend toutes les villes en Angleterre où ces pèlerins sont passés, aussi aux Pays-Bas et puis aux États-Unis. Eh bien, écoutez, voilà donc, un programme 400. de festivités. Mayflower 400 sur Internet. André Caspi, pardon. Et oui, ce sera en plein moment des élections en plus. Donc, on peut imaginer que les Américains vont rester relativement discrets sur ces célébrations-là. On peut l'imaginer. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Ah, c'est un retour aux origines aujourd'hui qui nous concerne tous finalement parce que pour se repérer... Mais comme tous les jours, je vous ferai remarquer hier, je vous parlais des cuillères et des fourchettes. C'est vrai, comme tous les jours. Alors pour se repérer dans le temps, on parle d'événements qui ont eu lieu avant ou après Jésus-Christ. Mais avant sa naissance, avant Jésus-Christ, comment on se repérait dans le temps ? Ah ben évidemment, chaque civilisation a son calendrier. Il se trouve que le calendrier grégorien est devenu, dans une période relativement récente, d'ailleurs la norme internationale, et qu'aujourd'hui, même les pays et les civilisations qui conservent leur propre calendrier font quand même toujours référence au calendrier grégorien, qui est, si vous voulez, le calendrier mondial ou international, universel. Bon, mais si vous prenez par exemple les Égyptiens, chaque nouveau règne entraînait un nouveau décompte. On a fait ça pendant très longtemps avec les règnes des rois d'Angleterre ou des rois de France, d'ailleurs, bien entendu. Alors pour répondre à votre question, Anissa, néanmoins, avant qu'on adopte notre calendrier, donc à l'année de la naissance du Christ, on utilisait la date de fondation de Rome comme événement déclencheur. Donc ça, tous les étudiants antiquisants le savent, c'est 753 avant Jésus-Christ, donc on comptait à partir de la fondation de Rome. Alors donc bien plus tard, en 532 après Jésus-Christ, c'est Denis le Petit, un moine italien, qui va imaginer ce nouveau système de datation. Il dit Anno Domini, c'est-à-dire l'année du Seigneur de telle année, donc tant d'années après la naissance de Jésus. Même s'il y a énormément de discussions sur la véritable date de la naissance de Jésus, nous avons ça aussi eu l'occasion d'en parler ici. Il faudra attendre 680, enfin... on va dire le milieu vers le passage du 7e au 8e siècle pour que Bède le Vénérable, donc un moine anglo-saxon, remette le décompte au goût du jour. L'ère chrétienne commence en l'an 1 par définition, parce qu'il n'y avait pas de 0 à l'époque. Ben oui. Alors, vous savez que depuis quelques années, pour des raisons de politiquement correct, le avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, dans certains musées, dans certains livres scolaires, etc., est remplacé par avant notre ère et de notre ère. Vrai. Enfin, ça, c'est un autre sujet nettement plus sensible. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.